Dans l'épisode précédent de Cinémascope... Dans cet épisode-ci de Critique en Cinémascope, il sera question d'un sujet presque légendaire, un sujet qui me plaît certainement à évoquer, un sujet que vous pouvez certainement déjà reconnaître car vous avez cliqué, c'est évident, sur la miniature de cette vidéo, un sujet que je peux au mieux résumer comme ceci. Il sera question de Space Adventure Cobra, mais il ne sera pas question du manga, il ne sera pas question de la série télé, et non, il sera question bel et bien du film. Dans cet épisode-ci, je vais vous parler du film d'Osamu Dezaki qui est sorti en 1982, maintenant que j'ai regardé mes fiches, et qui a la particularité d'être une approche un peu différente de celle que vous avez peut-être connu dans le dessin animé, et certainement un film qui a une ambition un peu plus démesurée que celle qui vous a été présentée dans les différents OAV que vous avez eu la possibilité peut-être de payer à travers le pif ces derniers temps. Cependant, dans cet épisode-ci, il sera question d'un personnage iconique d'une série qui l'est tout autant, et le tout dans une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémascope. Excusez-moi, j'étais en train de regarder Cobra pour me remettre dans le bain. Donc la question qui se pose ici, c'est que si je dois vous parler du film, je dois évidemment mentionner la série télé, et donc le manga de Boichi Terasawa qui est sorti en 1978 et qui a fini d'être publié en 1984 et qui avait la particularité à une certaine époque d'être parmi les plus grandes ventes de, je vérifie le nom du magazine afin de pas de me tromper parce qu'il y en a quelques-uns, Weekly Shonen Jump. Alors il se trouve que vers la fin de 2000, on ne sait pas précisément pourquoi, ils ont décidé de l'omettre dans le top 20 de ces incroyables séries qui sont généralement considérées comme les succès qui se sont le plus vendus de l'histoire de Weekly Shonen Jump. Pour vous donner une idée du succès de Space Adventure Cobra, que je vais un peu résumer maintenant parce que c'est grosso modo Belmondo dans l'espace dans un univers métal hurlant avec des aventures sexy dans l'espace qui le rapprochent de Star Wars, c'est une évidence, mais avec une idée de Philippe K. Dick à la base, vous savez, Total Recall, We Can Remember It For You Wholesale, un type qui décide que soudain, sa vie de monotonie, ne peut pas être sa vie de monotonie parce qu'en fait, il est un pirate de l'espace particulièrement muy caliente, très doué, c'est pour ça aussi que les Espagnols appellent ça Space Adventure Cabron, ce qui semble assez logique quand on y réfléchit posement. Donc, à quel point est-ce que c'est populaire le manga au Japon? La question se pose, car quand on voit le succès des nouvelles séries par rapport aux séries d'antan, il est évident que quand on a un succès d'estime, on peut continuer à en vendre quelques unités par an, mais que le succès soi-disant colossal des nouvelles séries, qui pourtant font des succès de librairie partout en Europe, en Amérique et au Japon, on peut donc se poser la question de savoir si la dénatalité japonaise fait finalement pas qu'il y a moins de succès pour les produits de ce type-là dans le domaine du manga. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que à une époque, Space Adventure Cobra était confortablement à la 15e place des séries les plus vendues de mangas produits par Weekly Shonen Jump. Et quand on voit les séries qui sont en dessous, ça n'a absolument rien de ridicule, elles sont parfaitement raisonnables, elles se vendent beaucoup, cependant, je vais vous les mentionner, vous avez une vague idée d'à quel point est populaire l'œuvre de Terasawa, c'est une évidence. À la 20e place, nous avons Death Note avec 27 millions d'unités. C'est l'histoire d'un mec qui peut écrire dans un cahier de la haine le nom des gens qu'il veut voir mourir, et que c'est évidemment le but de ce genre de plaisanterie n'est pas du tout de faire penser que c'est un peu de la science-fiction. Je vous rappelle tout de suite, ce n'est pas le genre de choses qui pourrait avoir lieu dans le monde quotidien, sinon toutes les célébrités du domaine de la célébrité seraient en train de mourir comme des mouches, et évidemment c'est une évidence. En 19e place, Yu-Gi-Oh! Excusez-moi, j'ai mal fait. Yu-Gi-Oh! Une charmante émission, à la base, c'était un truc d'horreur pour les enfants avec un mec que c'était pas encore un Égyptien, mais cependant il avait le pouvoir d'un puzzle magique qui lui permettait de détruire l'esprit des gens en les transformant en une parodie de leur jeu favori. Voilà un truc qui m'a toujours beaucoup plu. Les 3-4 premiers volumes sont réellement réussis. Si jamais vous avez le temps de ne pas regarder la suite qui évidemment devient Magic, mais au pays des Japonais, où décidément les Japonais n'ont jamais vraiment eu du succès pour Magic, mais ils ont le jeu Duel Monsters de Yu-Gi-Oh, c'est comme ça. Donc ça c'est 28 millions d'exemplaires vendus de pas travailler dans le monde. Après à 18, vous avez Bastard,
le truc de, vous savez, Dark Schneider, le truc de Fantasy Dark où c'est un mec qui a le pouvoir à la base, on l'avait enfermé dans un enfant, mais en fait, c'est un terrible sorcier qui a le pouvoir des flammes. C'est un peu genre, c'est gore, c'est sexy, c'est dark fantasy, et les gens, ils ont tous des noms de groupes de death metal, c'est absolument ridicule, mais ça s'est vendu à 30 millions d'exemplaires. À la 17e place, vous avez Shitty Hunter, vous savez, avec Ryo Saeba, c'est l'homme, dans l'ombre de la nuit, il tire sur des gens avec son flingue et son fusil, tout ça, ça s'est vendu à 35 millions d'exemplaires. Et puis après, à la 16e place, vous avez Dr. Slumper, que c'est l'histoire de gens qui se balancent des petits bâtons avec de la merde rose dessus dans la gueule. J'ai jamais lu, mais toujours est-il que c'était très populaire auprès des enfants débiles quand j'étais jeune. Bref, ça c'est à la 16e place. Et à la égalité avec Prince of Tennis, à la 15e place de ces émissions et des séries les plus vendues de Weekly Shonen Jump, vous avez Space Adventure Cobra, qui est aussi populaire que Prince of Tennis. Or, Prince of Tennis est considéré comme super populaire. Donc, ça vous donne une vague idée de ce dont il est question quand on est dans le domaine de la création de manga pour Boichi Terasawa. Donc, je tiens à faire remarquer qu'effectivement, la série la plus populaire, parce qu'évidemment, c'est la plus médiocre qui a jamais été vendue par Weekly Shonen Jump, c'est One Piece. Vous savez, le truc qui est absolument hideusement moche, et que décidément, le dessin est dégueulasse à regarder, et puis après, l'histoire est, paraît-il, super charmante, et qu'en fait, l'art est super cool, et que les gens ils me disent, bref, et que je dis, ouais, bon, voilà, quoi. Mais ça, c'est 260 millions d'exemplaires. Ce qui n'est jamais, quand on y réfléchit posément, que 6,5 Cobra. Ça veut pas dire que c'est meilleur, hein. Je pense que Cobra est considérablement supérieur en termes de ce que c'est, du fait que décidément c'est un public qui est difficile à vendre sur un projet comme celui-ci qu'on a de nos jours, parce que voyez-vous, les gens qui lisent des mangas, en fait, ils veulent des mangas pour enfants, totalement débiles, et que c'est pourtant ça qu'on appelle le shonen de nos jours, tandis que Space Adventure Cobra est à la limite avec le seinen, c'est-à-dire c'est visiblement quelque chose qui a été fait pour des adolescents un peu plus âgés qui rêvent de femmes voluptueuses des années 70 avec des magnifiques seins, des jolies jambes et des belles bottes en cuir. Bref, Barbarella rencontre Star Wars avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle principal et cela vous donne Space Adventure Cobra, l'histoire d'un homme qui à la base était un salaryman, je vous l'ai déjà dit, qui s'était effacé l'esprit afin d'échapper à la guilde des pirates galactiques et qui a la particularité, c'est certain, un jour il va voir un trip movie. Les trip movies c'est un peu comme les jeux vidéo, d'ailleurs ça ressemble assez bien à une idée que Jack Kirby avait eue dans le 5e monde, précisément dans Hamac, où les gens peuvent voir des films dans leur esprit et que ces films qu'ils voient dans leur esprit, on bombarde leur cerveau avec des électrons et qu'ils ont donc des rêves hallucinogènes d'une puissance psychotropique et que cette incroyable puissance psychotropique lui fait penser qu'il est en fait le terrible pirate de l'espace Cobra, mais ce qu'il ne sait pas en fait c'est qu'il est pour de vrai le pirate de l'espace Cobra, car dans son bras gauche se cache le rayon Delta, le Psycho Gun en version japonaise, que décidément c'est un terrible arsenal qu'il possède dans son corps, car on ne sait pas précisément pourquoi, on ne sait pas précisément comment, mais il a donc le pouvoir d'utiliser son énergie mentale, sa volonté, sa passion et de la transformer en jet luminique qu'il peut faire aller dans toutes les directions, car quand on vise avec son esprit, on ne rate jamais la cible, comme je le sais bien entendu, par l'expérience quotidienne que j'ai de la quotidienneté. Donc, le personnage est cool, il va dans le futur à se battre contre des choses qui sont cool dans l'espace, il se bat contre des gens qui sont terribles, comme des hommes qui sont en verre, ou des gens qui sont en fait des épées, il se bat dans un univers terrible, où à la fin, il finit par conduire des buggy à travers le temps et l'espace pour participer à une terrible course, et il est même une star du sport, vu qu'à un certain moment, il devient l'un des meilleurs joueurs du sport le plus violent de la planète. Je vous rappelle qu'à l'époque, on avait Speedball au cinéma, donc c'est un peu logique par rapport aux zeitgeist de l'époque. Il devient une star du rugball, la version la plus dangereuse du baseball, et c'est ça dont il est question. Dans le futur, les gens sont beaux, les gens sont sexy, ils ont des armes magnifiques dans les bras, et ça se fait donc évidemment de lui le seul homme, à part Megaman, c'est évident, à avoir un objet phallique dans le bras gauche qui est plus puissant évidemment que le reste de sa personnalité et qui lui permet de se battre, car il est presque totalement immortel et on ne sait pas précisément pourquoi, vu que son corps reste un mystère. On ne sait pas à quel point il est cyborg, on ne sait pas à quel point il est humain. Ça fait donc de lui l'homme, la légende, Space Adventure Cobra. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Cobra et les aventures dans le space. C'est space, mais c'est comme ça. Comme vous le savez certainement, même si je m'appelle Arthur Meurant, cela ne vient pas naturellement chez moi de parler de manière diplomatique ou peut-être même de manière enrubanée. C'est pourquoi je peux au mieux vous dire que le film Space Adventure Cobra existe en 3 versions particulières. La version japonaise est bien entendu représentée par cette magnifique chose qui se trouve être mon pouce, la version américaine est représentée par cet étrange appendice qui se trouve être mon index, et la version française, pour une simple question de distribution de mes doigts, sera donc représentée par mon majeur, qui n'est pas mal non plus, je dois dire. Hein, merde. Et toujours est-il que la version que vous voudriez voir, c'est probablement la version japonaise. Elle est plus sérieuse, la musique symphonique et électronique d'un homme qui se nomme
Osamu Choji, qui a travaillé sur Lupin the Third. Il a fait le et des choses comme ça. Il a aussi fait de la musique pour Gundam et sur Galaxy Express 999, mais pas le générique que vous avez en tête, c'est une évidence. Et je trouve que la version américaine, elle est bien, et elle a la musique de Yellow, le groupe helvétique de musique électronique, et que la version française trouve être une version cheap, réalisée avec des acteurs de films de cul, et Jean-Claude Montalban dans le rôle de Cobra, qui est toujours sympathique, hein, je veux dire, c'est drôle au niveau second degré, vous buvez des bières, et on rigole de manière un peu potache, mais toujours est-il que la version la plus réussie de ces deux-là se trouve être l'américaine, et que la version la plus réussie de ces trois-là est évidemment la version japonaise. Alors vous me demandez pourquoi, je sais que c'est un peu doublé avec des acteurs de cul, la version française de Cobra, c'est évident, ben d'un côté, quand les gens tombent au sol transpercés par un rayon laser, ils ne devraient pas faire « Ah oui, c'est bon !» Quand ils tombent, je veux dire, ça semble logique. Et l'autre dit « Je m'appelle Cobra, j'ai une voix comme ça, c'est drôle, d'accord. » J'ai toujours été particulièrement fan de cette manière de voir les choses, mais quand on entend la version japonaise, qui est tout aussi bête, mais qui joue avec un peu plus de... Il est volontairement en train de faire semblant d'être stupide, plutôt que décidément c'est un débile mental profond qui se fout de la gueule de la planète entière, c'est assez sympathique. Je veux dire, ça existe. Donc, toujours est-il qu'il existe 3 versions, et c'est ça, ces particularités-là. Cependant, maintenant, je vais vous parler un tout petit peu du film de manière purement technique. Je vais prendre donc ces notes, je vais les taper un peu comme ça, de manière, peut-être même qu'on peut les taper un peu, ou comme ça fait un peu shadow. Et c'est donc un film qui s'appelle Space Adventure Cobra, c'est un film d'Osamu Dezaki, beaucoup d'Osamu qui ont travaillé sur ce film-ci. C'est produit par la Tokyo Movie Shinsha, la compagnie qui, quelques années plus tard, produira un film que vous connaissez certainement comme un chef-d'œuvre de l'animation japonaise, qui s'appelle Akira. Vous savez, Tetsuo! Akira! Tout ça, Akira, donc. C'est un film qui a été réalisé pour la Toho en 1982, et c'était censé être la publicité de la série télé qui allait sortir 3 mois plus tard, sortir en juin, et en août, et en septembre, ou octobre, si j'ai bon souvenir. Ils ont commencé à présenter la série animée à la télé, qui était la première série télé pour adultes réalisée à partir d'un manga pour les adolescents. Ce qui explique aussi le fait que, décidément, il y a des toutons dedans, et des choses comme ça, c'est-à-dire des Allemands, ça semble logique, que décidément, le scénario est de Buichi Terasawa, l'homme qui a créé le manga Cobra, et de Haruya Yamazaki, l'homme qui a inventé cette fameuse moto qui porte son nom. C'était bel et bien une blague sur son nom de famille. Donc c'est un film avec des performances d'acteurs. Il y a Cobra qui est joué par Shigeru Matsuzaki, Armanoid ou Armaroid qui, là où elle était jouée par Amanda Lear dans la version française, et ici jouée par Yushiko, attention, c'est un nom très difficile à dire, c'est un étrange deuxième prénom pour une japonaise, j'admets, c'est un nom très difficile à dire, mais cependant elle s'appelle Sakaki Bara. Sakaki Bara, je m'en suis tiré comme un chef. Et évidemment, Crystal Boy, l'homme de verre qui est joué par Goro Mutsumi, et les 3 sœurs, qui représentent la reine de la planète de Milos, sont jouées par des actrices différentes dans la version japonaise et dans la version américaine, parce que c'est comme ça qu'on fait les choses quand on a de l'argent, tandis que dans la version française, bien entendu, une seule actrice de cul qui fait, de manière particulièrement efficace, évidemment, la voix de tout le monde, et que quand elle tombe au sol, elle fait « Ah oui, c'est bon !» et des choses comme ça, c'est assez intéressant. Donc, Cobra, c'est super, mangez-en, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais vous mettre maintenant un tout petit peu l'idée que, décidément, il y a un scénario des choses. Sur une planète, que c'est une planète qui est assez proche de Tatooine, il y a un homme qui s'appelle d'ailleurs Dagobah, et cet homme s'appelle Dagobah, c'est un prêtre des sables, il est en train de vous parler de l'évangile de Saint Alceste, que c'est un évangile galactique, et il dit que quand le peuple s'est tourné vers les cieux, il a demandé aux cieux, est-ce que Dieu est vivant? Il a répondu, non, Dieu est mort! Et le fait est que cette chose est absolument relativement intéressante, parce qu'en quelques instants plus tard, il finit tué par une chasseuse de primes, une badass motherfuckeuse qui s'appelle Jane, et que Jane, elle est évidemment une magnifique Barbarella du futur, elle est forte, elle est compétente, mais en plus elle a des jambes gigantesques et des incroyables bottes en cuir cool des années 70 et des cheveux diaphanes qui vont comme ça, mais en plus elle sait se servir d'un pistolet laser, et elle oxy. Le monstrueux personnage lui coupe la tête et ensuite elle va boire dans un verre de tartare sec dans un bar qui est quelque part par là. Elle rencontre un crétin total qui s'appelle Cobra. Ce crétin total qui s'appelle Cobra finit par lui faire la cour, puis après il lui court après, puis après elle essaye de le semer, et décidément elle n'y arrive pas, et donc petit à petit elle se rend compte que peut-être que contrairement à ce que ce crétin sous-entend, il est vraiment Cobra, la légende vivante, l'homme que décidément il a eu sa tête mise à prix pour 7 millions de crédits par la guilde des pirates galactiques, et qu'ainsi s'ensuit des terribles aventures où décidément elle l'embrasse, et vu qu'elle est d'une autre planète qui s'appelle la planète Milos,
je vous en parlerai dans quelques secondes, elle a des pouvoirs psychotroniques que quand elle embrasse quelqu'un, que décidément si c'est Cobra, on ne sait pas pourquoi, ça devient le grand amour, et qu'alors décidément, c'est assez incroyable, par le pouvoir de ses effets psychotroniques, elle lui fait comprendre que, alors même qu'il était immortel, peut-être qu'il lui restait une faiblesse, et que cette faiblesse sera son sens du devoir par rapport aux gens qui l'embrassent avec des pouvoirs psychotroniques, car il se trouve qu'elle est la descendante de la reine de la planète Milos, une copie d'un tiers du matériel génétique de cette incroyable impératrice ou reine locale qui avait eu la terrible idée de faire survivre sa planète d'un holocauste incroyable où ils sont passés dans des nébuleuses. Dans la version japonaise, c'est des nébuleuses qui ont pollué la planète et que décidément ils ont dû envoyer des bébés dans l'espace. Ça ressemble à ça. その星雲の持つ異常な高熱でミロスの大気が変化を起こし汚染されてしまったからだと言われています。 Nébuleuse. Après, quand on envoie des bébés dans l'espace, 絶滅の日、私たちだけは胎児のまま凍結され、ミロスから打ち出されたのです。 ça ressemble à ça. Et c'est une évidence. Et alors, Cobra, elle lui fait des bisous, et Cobra, il a genre... et que ça lui fait des séquences psychotroniques dans sa tête, et il se dit, mon Dieu, mais je vais devoir me tuer à essayer de sauver cette planète, et que il se trouve que le méchant de l'autre côté, il a une autre des 3 sœurs, que si jamais une seule des 3 sœurs survit, c'est cette personne-là qui contrôlera cette planète, et que lui, Lord Necron, dans la version américaine, donc un Crystal Boy, dans la version japonaise, il sait, décidément, alors même qu'il est un androïde, c'est un peu un mec, on l'a transféré dans un robot, et son robot lui donne la possibilité de survivre aux rayons laser de tout type, même ceux de Cobra qu'il ait la puissance incarnée et qui peut les envoyer dans son rayon delta, le Psycho Gun a la puissance de tirer à travers des trucs. D'ailleurs, très belle séquence d'entraînement où Cobra est en train d'utiliser le Psycho Gun pour tirer sur des trucs, ça donne ça. Et alors vous comprenez qu'il peut faire des sinusoïdes parce qu'il utilise son esprit, qu'il a une puissance phénoménale, et que c'est absolument incroyable quand même. Je veux dire, c'était quelque chose que d'ailleurs Terasawa disait, ça m'est venu à l'idée parce que j'en avais marre de dessiner des lasers droits. Si jamais ils peuvent aller comme ça, alors je peux faire des belles séquences arabesques et des trucs comme ça. C'est absolument stupide à dire, mais c'était une des idées qui font que le rayon delta n'est pas simplement un rayon delta, c'est l'arme ultime. Or, d'une certaine manière, la planète de Milos, ou Mirus dans la version française, la personne qui l'a contrôlera pourra décider où elle va, parce que c'est une planète qui vogue libre à travers l'espace de manière parfaitement ridicule. D'ailleurs, quand on y réfléchit, généralement les planètes ont besoin d'un soleil, mais toujours est-il que voilà. Et donc, le Crystal Boy essaye de se dire que s'il en avait le contrôle, il détruirait toute une galaxie pour assurer la puissance de la guilde des pirates. Parce que si on peut dire aux gens que, vous voyez les mecs, si vous payez pas à temps, on détruit votre galaxie, c'est une publicité, une force phénoménale. Tandis que dans la version américaine, il est le seigneur de la mort, le Lord Necron, et que donc il pense tuer toute une galaxie pour s'en faire une armée. Ce qui est un plan qui fait sens. Mais je pense que quand vous êtes un doubleur, ou un traducteur de scénario, vous n'êtes pas censé changer le sens, je veux dire. C'est drôle quand c'est le cas, je veux dire, une série abrégée, des trucs comme ça, mais voilà, je veux dire, pas prendre trop de liberté par rapport à ce que vous êtes censé faire. Et c'est un film que j'aime profondément, tendrement, de mon Dieu mes notes, d'un air particulièrement résolu, avec certitude. C'est un film, je l'ai vu probablement 6 à 8 fois, ce qui est énorme pour moi en une quinzaine d'années. Je pense que c'est un film qui est absolument charmant, qui peut être vu en français si vous voulez rire, qui peut être vu en américain si jamais vous avez une meilleure version que ceci, qui je vous rappelle est un coffret qui contient... Alors il y a une version en Blu-ray de ceci où les choses sont en meilleure qualité, mais moi je possède les DVD parce qu'ils étaient moins chers, voyez-vous. C'est toute la série plus le film, et là c'est quelques heures de bonheur où vous allez comprendre décidément que tout n'est pas censé être les aventures mignonnes d'un enfant qui découvre ses pouvoirs, qui ensuite apprend un autre pouvoir, que je suis en train d'écrire, genre 92% d'intégralité des mangas qui passent à la télé de nos jours, et que ce n'est pas grave, je veux dire, des incroyables réussites dans ce domaine-là, comme Yu Yu Hakusho, mais toujours est-il que, voilà, ça c'était autre chose. Avant, c'était autre chose. Et que dans ce cas-là, ce n'est pas exactement quelque chose qui a eu beaucoup de descendants dans le domaine de l'idée de faire des séries, de dessins animés, de mangas, parce que voyez-vous, c'était un ovni, Cobra. C'était un objet absolument venu d'une autre planète, qu'on ne sait pas où il allait, mais que décidément c'est différent de le reste. Et que d'accord, le personnage c'est un mélange improbable de James Bond, et peut-être de l'homme bionique.
Mais toujours est-il que c'est un personnage qui est unique, parce qu'il se trouve avoir cette incroyable personnalité d'être la vie incarnée, en quelque sorte. C'est un homme qui est immortel parce qu'il est immortel parce qu'il est fictif, et fictif parce qu'il est tellement puissant que son monde ne peut pas vraiment le contenir. Ils ont beaucoup de mal à essayer, que décidément il soit en danger, et qu'il s'en sort toujours à la dernière seconde, en faisant ces incroyables roulés-boulés, où il tourne sur ses doigts, ou des choses incroyables, où il saute à travers des trucs. C'est un homme qui est une pure création mobile, qui est habillé intégralement en rouge, alors qu'il essaye de passer inaperçu. Bref, c'est un paradoxe, c'est un chef-d'œuvre, c'est une légende vivante, et les gens le nomment Cobra. C'est comme ça. Dans le prochain épisode, peut-être un film de Carpenter? Je sais pas encore lequel, mais j'ai envie de parler de Carpenter, ça fait longtemps que je veux parler de Carpenter. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de cette émission de critique vidéo, de critique cinématographique venue de Belgique, je me suis rattrapé à la dernière seconde, qui s'appelle, je vous rappelle, Critique en Cinemax Swap,